Très chers internautes, dames, demoiselles et messieurs, une fois de plus, bonjour, bonsoir, selon votre situation géographique. Sur ce plateau aujourd'hui, sur notre chaîne de pays, nous recevons aujourd'hui quelqu'un d'assez spécial, la présidente de l'association des Camerounais de la ville de Brianz. Il faut noter que c'est une ville qui est assez populaire, ici en Russie et où il y a une forte concentration des Camerounais. Alors, Audrey, bonjour. Bonjour. Alors, tu peux nous dire d'abord, c'est quoi ACB? ACB, c'est une association des Camerounais. Le A, c'est association, C, Camerounais, B, c'est Brianz, ce qui fait association des Camerounais de Brianz. Alors, tu peux nous parler globalement de toi, de ton parcours en Russie? Bon, je me présente, moi c'est Afane Goutré. Je suis camerounaise, je suis arrivée en Russie il y a de cela 4 ans. Lorsque je suis arrivée, normalement, comme tout le monde, je suis passée par l'année de langue, mais ensuite je suis passée par une année prépa, parce que je voulais faire une filière qui était différente de ce que j'avais déjà eu à faire au pays. Alors j'ai fait une année prépa et ensuite je continue avec mon master et je suis diplômée en économie numérique. L'économie numérique, c'est ta filière que tu as fait ta profession. Oui. Alors, tu peux un peu nous parler un peu, c'est quoi l'économie numérique? Bon, en fait, l'économie numérique, c'est une filière qui englobe en général l'économie et l'informatique. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait économie numérique, plus tard, peut parler des algorithmes, peut développer des algorithmes et tout. Donc, en global, on parle de l'économie, donc des finances, tout ce qui a trait à voir avec l'économie, et on ajoute à cela l'informatique. Donc, hormis l'année préparatoire, tu as fait 3 années d'études universitaires. Hormis l'année préparatoire, j'ai fait 2 ans, parce que j'ai fait Master 1 et ensuite Master 2 et je suis sortie diplômée. D'accord, donc là, tu ne continues plus. Là, j'ai pris une année sabbatique. J'essaie de reposer ma tête parce que aspirantura, c'est... Voilà, il faut rappeler aux internautes qu'aspirantura, c'est la thèse de doctorat. Alors, quels sont les enjeux quand tu venais d'arriver en Russie? Quelles sont les difficultés qui t'ont marqué jusqu'aujourd'hui? Bon, lorsque je suis arrivée en Russie, vous devez d'abord comprendre que moi, je suis arrivée quelques mois plus tard, si j'ai bonne mémoire. On nous a confinés. Donc, il fallait d'abord faire face à la difficulté liée au coronavirus. Et j'ai aussi fait face à la difficulté de la langue. Parce que moi, je n'ai pas eu à faire des études basées sur le russe au Cameroun. Donc, je suis venue directement et je suis entrée en année préparatoire. Mais nous avions été bloqués parce que une fois nous avons commencé, tout allait bien, mais après, on nous a confinés. Il fallait faire des cours à distance et ce n'est pas facile. Un cours en présentiel n'est pas comme un cours qu'on vous donne à distance. À distance, vous avez la paresse. Il m'arrivait même des fois de rester couché et je prends une perruque, je mets sur une poupée là, je fais comme si je suis bien concentrée sur le cours et on lui fait un appel vidéo. Donc, ça, c'était la difficulté. Il y a eu la difficulté de la langue, il y a eu le confinement et moi-même, j'ai ôté aussi ma propre difficulté parce que je n'allais pas vers les Russes. Et pourtant, c'est un peu plaqué là. Ça, c'est le moment. Alors, quand tu es arrivé, tu étais directement en appartement ou tu étais en architecture ou au dortoir communément appelé architecture? Bon, lorsque moi je suis arrivée, vu que j'ai fait face à des petites difficultés, donc j'ai été d'abord amenée en appartement où j'ai pratiquement passé 2 à 3 semaines et ensuite je suis allée au dortoir, donc à l'architecture. L'architecture, c'était facile avec les autres frères africains? Oui, l'architecture c'était très facile. Dieu merci, je suis tombée sur des Africains accueillants parce que moi j'ai été tellement bien accueillie, bien entourée. Et il faut aussi dire qu'à cette époque-là, j'étais la seule Camerounaise de l'architecture. Donc j'étais un peu le petit bébé de tous les Camerounais qui étaient là et de tous les Africains. Ils m'ont tous bien accueilli, que ce soit les Congolais, que ce soit les Ivoiriens, tout le monde était vraiment accueilli. Concernant ta vie après les études, est-ce qu'avec ton diplôme que tu as eu, c'est-à-dire ton master que tu as eu, est-ce que tu peux travailler en Russie ou c'est quoi en fait? Bon, avec mon diplôme, bien sûr, mon décanat m'a fait comprendre que je pouvais postuler, je pouvais travailler et si je voulais, il pouvait me fournir des lettres de recommandation pour des entreprises telles que Cyberbank et certaines autres aussi. Voilà, il faut le rappeler que Cyberbank, c'est l'une les banques les plus populaires ici en Fédération de Russie. Alors, c'est quoi les perspectives? Tu comptes rentrer au pays plus tard? Tu comptes rester en Russie, faire ta vie? Ou alors aller ailleurs? Bien sûr, on vient tous de quelque part et parfois on a souvent ce petit pincement là de retourner à nos sources. Donc, je ne vais pas dire que je vais retourner au Cameroun pour m'installer parce que pour le moment, comme je l'ai dit, je suis diplômée ici et pour ceux qui ne le savent pas, la Russie offre des documents, des résidences permanentes après vos études ou après l'obtention des diplômes. Donc moi, j'ai obtenu ma résidence permanente. Donc
il va arriver que je sois au Cameroun et que je revienne aussi en Russie. Pour le moment, c'est pas encore décidé si j'irai définitivement m'installer au Cameroun. Voilà, je tiens à dire déjà que c'est une très très bonne chose de pouvoir avoir une résidence permanente après les études. C'est une chose qu'avant il n'y avait pas, je pense. C'est une loi assez récente où ça dépend des villes. Non, c'est une loi assez récente et je ne pense pas que ça dépende des villes. Parce que moi, j'ai été contactée par des personnes qui sont dans des villes telles que Voronezh, Tambov, qui me demandaient de leur expliquer un peu la procédure pour l'obtention de la résidence permanente qu'ils ont envie de faire aussi. Donc, je pense que c'est une loi qui concerne toute la fédération de la Russie, si je ne m'abuse. D'accord. Et s'il savait qu'on te propose un salaire assez conséquent au Cameroun, rentrerais-tu? Bien sûr que je rentrerai. Là, je vais pas mentir, je vais retourner. Qui n'aimerait pas aller manger du bon héros, mettre les pieds dans l'eau à soi, ou bien encore aller dans les escapades des chutes de la Lubie. Voilà. On est toujours bien chez soi. Alors, quel conseil tu peux donner à ceux-là qui aimeraient venir aussi étudier en Russie? Qu'est-ce que tu peux leur dire, conseil-là? Étant donné, comme on l'a mentionné dès le départ, je suis présidente de l'association Les Camerounais de Brillance. Moi, je leur dirais juste de venir découvrir, et si ils ont dit qu'ils viennent pour les études, qu'ils poursuivent ces études-là, rien n'est jamais trop difficile, rien n'est jamais trop facile. Il suffit juste qu'on se fixe des objectifs et on pourra les atteindre. Et surtout si on se donne les moyens de les atteindre, on réussira. Oui, aujourd'hui, en tant qu'ex-présidente de l'association camerounaise de Brillance. Alors, déjà, pour commencer, tu es la 40e génération, la 40e présidente depuis que l'association est créée. Bon, j'étais la 3e présidente de l'association parce que nous avons eu un président qui a accumulé 2 mandats. Monsieur Joret Tafak. Ensuite, nous avons eu la belle et fabuleuse mademoiselle Tchamil Luciana. Elle a fait un mandat et ensuite, j'ai été présidente après elle. Voilà, on les salue déjà depuis nos plateaux, Monsieur Joret Tafak et Madame Tchamil Luciana. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es ex-présidente. Pendant que tu étais présidente, quelle est la difficulté la plus complexe? Okay. Parce qu'on a toujours tendance à dire la communauté, les Camerounais sont des têtes dures, des gens difficiles à accompagner. Comment tu as pu surmonter ça en fait? La personne qui a dit que les Camerounais sont difficiles n'a pas totalement eu tort parce que c'est lorsque tu deviens président ou présidente d'une association que tu comprends la difficulté qui réside dans le fait de diriger les hommes. Moi, j'ai été confrontée à de sérieux problèmes. Il y a même eu des fois où j'ai démissionné plusieurs fois. Je suis même allée jusqu'à faire une note à l'ambassade pour dire que je n'aimerais plus être présidente de l'association des Camerounais de Brillance. Vous avez un groupe de Camerounais où chacun vient avec son esprit, chacun a reçu son éducation. Alors, vous devez contenir ceux qui ont été éduqués par la rue, dans la rue, vous devez contenir ceux qui ont été éduqués par les parents. Vous devez contenir ceux-mêmes qui se sont éduqués eux-mêmes. Et alors là, c'est pas facile. Ce n'est du tout pas facile. Et vous savez aussi, le réel problème aussi qui réside, c'est cette histoire de je viens du Cameroun, mais moi je viens de telle région, je viens de telle région, je viens de telle région. C'est vrai qu'on vient tous du Cameroun, mais on n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes religions. Donc, il arrivait des moments où quelqu'un du sud-ouest va venir vous dire que pourquoi vous parlez extrêmement en français dans ce groupe. Et alors, si tu n'es pas bilingue, tu vas commencer à chercher à traduire. Il faut absolument remplir, faire plaisir à la personne. Vraiment, c'était pas facile et les Camerounais sont vraiment opinions parce qu'au Cameroun, nous sommes tous intelligents. On a 28 millions ou 30 millions, je ne sais pas combien nous sommes actuellement de Camerounais remplis de sagesse et tout le monde a toujours raison. La raison que tout le monde veut avoir, à un moment donné au Cameroun, le Cameroun faisait face à un fléau montant qui s'appelle le tribalisme. Alors, est-ce que pendant ton mandat, tu as fait face à ce problème du tribalisme? Pendant mon mandat, j'ai fait face à ce problème et c'est quelque chose que j'ai toujours combattu parce que si vous vous retrouvez dans une situation comme la mienne, je viens du Cameroun, oui, mais je n'appartiens pas à une région. Mon papa vient d'une région, ma maman, elle se cumule 2 régions. Donc, vous voyez que moi, seule, je cumule déjà 3 régions. Alors, j'étais dans l'obligation de ne pas mettre en avant une ethnie quelconque. Non. Il arrivait des fois où on lançait des paroles qui étaient vraiment des paroles blessantes, le tribal envers, c'était oui. Et moi,
à ce moment-là, je revêtais juste mon costume de présidente. C'est soit je te donnais un avertissement, soit je demandais à mon censeur de te donner une amende, ou soit tu faisais, comme je disais, tu te donnes un avertissement, la prochaine fois que tu répètes, je te supprime simplement du groupe et je viens dans ton email, je t'envoie la réglementation de ACB et je te dis, voilà, la loi dans son article, tu as fait la première fois, je t'ai excusé parce que je me dis que il arrive, tout le monde peut, oui. Mais là, tu as refait et c'est quelque chose que on a laissé au pays, on combat au pays, on ne va pas ramener ça ici. Nous sommes dehors, on se doit d'être solidaires. Ce n'est pas, quelqu'un ne viendra pas d'ailleurs pour parler des problèmes d'un Camerounais. Ça commence d'abord par nous. Alors si nous, on ne s'entend déjà pas, il n'y aura rien de bon. Donc, c'est quelque chose que j'ai combattu et que je continue de combattre. D'ailleurs, ceux qui me connaissent et qui connaissent mes amis savent que mes amis ne viennent pas de la région de Montferrand. D'accord. Et comment sont élus les présidents de l'ACB? Comment? De façon démocratique ou alors de façon arbitraire? Comment? Les présidents sont élus de manière démocratique. Donc, on organise les élections. Les élections ont généralement lieu une semaine après la fête du 20 mai. Donc, nous organisons des élections, on passe au vote. Et tous les votes sont pris en compte. Il y a les votes en ligne et il y a les votes en présentiel. Donc, on organise cela et la personne qui sort juste vainqueur est déclarée président de l'association. Et c'est quoi, grosso modo, la hiérarchie? Bon, la hiérarchie, nous avons le président, nous avons le vice-président, nous avons le secrétaire ou les secrétaires généraux, nous avons un censeur, nous avons une trésorière, un commissaire aux comptes et des conseillers. D'accord. Les gens disent souvent, j'ai entendu dire que l'ambassade donne souvent de l'argent au président de l'association des Camerounais de Briançon. Est-ce que toi, tu as reçu l'argent et tu as empoché peut-être la communauté ou pas? Ça, c'est une très belle question parce que c'est quelque chose qui a été aussi dit. J'ai été, j'ai été approché pour savoir. Mais bon, j'aimerais dire ici, moi, je n'ai jamais reçu de l'aide venant de l'ambassade, une aide quelconque, genre, voici un montant alloué ou un budget alloué à notre fête. Je suis allée vers l'ambassade, j'ai fait une demande, comme on me l'a demandé, j'ai déposé ma demande, j'ai fait que je voulais de l'aide, que l'ambassade nous soutienne pour notre fête. Et ils m'ont fait comprendre que l'entame qui devait être décaissée, de l'argent pour l'association n'était pas là, que je revienne. Et après, ils m'ont fait comprendre que les fonds ne suffisaient pas pour faire cela. Et après, une autre raison est venue qu'ils n'ont pas reçu le budget pour ça. Mais je ne me suis pas levée de plein gré comme ça et je suis allée vers l'ambassade parce que j'étais d'abord allée me renseigner et on m'a fait comprendre que oui, on donne souvent un budget aux associations qui sont affiliées à l'ambassade. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir une association, mais il faut aussi être affilié à l'ambassade. L'ambassade doit savoir que, bon, à Briançon, il y a une association des Camerounais et celle-ci est composée, par exemple, de 300 personnes. Donc, moi, je suis allée, on m'a donné ces informations, j'ai fait ma demande d'aide et j'ai pas reçu, juste ici, j'ai jamais reçu. Comment ACB se finance? ACB s'autofinance ou bien ACB reçoit des financements ou des finances des associations? Je répondrai sur cette question en m'attendant beaucoup plus sur mon mandat parce que je ne sais pas comment notre président actuel gère les choses. Moi, durant mon mandat, je m'autofinançais. Donc, et j'avais aussi ce qu'on appelle les parrains. J'avais un parrain et une marraine. Alors, lorsqu'il s'agissait de faire un rassemblement, ce que vous devez savoir, c'est que les rassemblements, lorsque nous avons l'expression chachlik, c'est barbecue en France, voilà. Lorsqu'on organisait cela, tout ce qui est dépensé durant les chachlik sort de la poche du bureau. Donc, tous les membres du bureau que j'ai précédemment cités cotisent. Le président peut décider que, bon, en fonction du nombre de personnes, par exemple, nous avons 300 personnes. Pour pouvoir nourrir ces 300 personnes-là, chaque membre du bureau va, par exemple, donner 3 000 euros. Alors, le président ne donnera pas 3 000 euros pour le vice-président aussi, non. Le président va donner plus que ça. Tout ce qui va manquer, que ce soit boisson, que ce soit nourriture, ça revient à la charge du président. Alors, c'est le président lui-même qui finance l'association, les rencontres. Mais il arrivait parce que, pour appartenir à ACB, nous avons ce qu'on appelle l'inscription. Vous devez vous inscrire. Et pour être considéré comme membre de l'ACB, vous devez payer votre inscription annuelle qui s'élève à 500 roubles. Donc, lorsqu'on, par exemple, on trouvait que ça pèse, c'est beaucoup, on ne peut pas gérer tout le monde, même si le président met la main dans la poche, ça ne va pas suffire. On puisait un peu dans la caisse et on complétait pour pouvoir
gérer la rencontre. Alors, grosso modo, c'est quoi le rôle de l'ACB? C'est quoi le rôle de cette association? Et il y a à peu près combien d'adhérents? Bon, ACB, de manière chronologique, ACB a été créé pour répondre aux attentes des Camerounais, pour aider les Camerounais. Par exemple, si j'ai perdu un membre de ma famille, l'association me viendra en aide. Si, par exemple, j'ai des problèmes pour l'école et qu'on voit vraiment que c'est un problème sérieux, parce que n'allez pas manger l'argent de votre école parce que vous dites que ACB est là. Non. Il peut arriver que vous soyez victime de votre checker. Donc, ACB peut vous venir en aide. À ce moment-là, on va vous aider en vous prêtant de l'argent et on vous donne un plan. On vous dit, par exemple, vous allez rembourser votre dette sur une durée de un mois. Donc, ACB est là pour accueillir les Camerounais, pour aider les Camerounais, pour essayer de montrer la bonne voie à nos petits frères qui arrivent. Ouais, tu viens de dire que vous êtes à peu près 300 membres de l'association. Alors, j'ai entendu dire que pendant ton mandat, tu as eu à rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de problèmes, notamment les Camerounais qui sont enrôlés dans la virus et le tickage. Le tickage, nous allons d'abord commencer par les Camerounais qui se sont retrouvés dans la virus alors qu'ils sont venus en tant qu'étudiants. Alors, voilà, ça c'est une très bonne question parce que c'est pas un problème qui s'est limité seulement à mon mandat, c'est un problème qui continue parce que il y a de cela quelques 2 ou 3 semaines, l'université. Parce que moi, je suis beaucoup en contact avec le ministre de la Revenu, donc c'est le service des étrangers. Ils ont eu encore à m'interpeller par rapport à ce problème des gens qui viennent des Camerounais, parce que c'est surtout nous, des Camerounais qui viennent et partent dans des zones frontalières avec l'Ukraine voisine de la Russie. Donc, les Camerounais, durant mon mandat, j'ai eu affaire à des étudiants qui ont eu des visas étudiants et qui se sont retrouvés dans l'armée. Ne me demandez pas comment ils se sont retrouvés. J'ai juste été réveillée un soir, je me rappelle, il était 3 heures du matin, ici en Russie, donc je suppose 1 heure au Cameroun. Une maman en pleurs m'a appelée pour me faire comprendre que ça fait des semaines qu'elle n'avait pas les nouvelles de son fils. Et on lui a donné mon numéro parce que je suis la présidente des Camerounais de la ville dans laquelle se trouve son fils. Je lui ai dit, maman, je ne peux pas vous répondre maintenant. C'est vrai, je suis la présidente, mais je ne les commande pas. Ce sont des grandes personnes. J'essaie juste de fournir la sécurité à chaque personne à mon niveau. Alors, si quelqu'un décide d'aller dans l'armée, et que moi je ne suis pas au courant, je ne sais réellement pas quoi dire. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est j'essayerai de contacter l'ambassade, envoyez-moi le nom de votre fils et je vais parler avec le consul du Cameroun à qui je fais déjà d'abord une grosse salutation. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment, il est toujours là, même si j'écris à n'importe quelle heure, dès qu'il s'agit déjà des Camerounais, il va me répondre, trouver la réponse. Donc j'ai appelé le consul, j'ai écrit au consul, j'ai essayé d'expliquer la situation au consul et il faut dire que c'est parce que, comme on dit généralement chez nous en langage de la rue, ça avait cuit là-bas, qu'on est venu contacter la présidente. Mais sinon, lorsqu'ils allaient, les familles étaient au courant, personne n'est venu me dire que, présidente, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes là-bas depuis longtemps, la personne vient d'arriver. Parce que c'est généralement les nouveaux. 1 semaine, maximum 1 mois en Russie. On a trop la rage de sortir papa ou maman de la galère. Alors, de brise, voilà. On s'engage à faire des choses dont on ne mesure pas l'ampleur. Les conséquences. Il faut donc savoir que on leur a donné un contrat. Ils ont signé le contrat. Et dans ce contrat, ils se sont engagés à servir la Fédération de la Russie sur une durée de 1 an, renouvelable. Alors, ils ne comprennent pas le russe. Ils prennent. La seule chose qu'ils ont en tête en ce moment-là, c'est l'argent qu'on dit qu'on va le verser après. D'accord? Ils ont signé, ils sont partis. Lorsqu'on me réveille, je réveille le consul. Qu'est-ce que nous devons faire avec là? On n'a pas les termes du contrat. Nous ne savons pas ce qu'ils ont signé. Alors, le consul m'a demandé de parler avec eux et tout. On a parlé. On a cherché, on a essayé de trouver un avocat. Mais même au niveau de l'avocat, ça a été difficile parce que l'avocat nous a dit, il sera difficile de les attaquer.
Ils ont signé le contrat. Il n'y avait pas une arme sur la tête. On n'a pas forcé quelqu'un à signer ce contrat. Ils ont signé le contrat. Le contrat, c'est de 1 an. On a fait comprendre à l'avocat que non, ce sont des nouveaux, ils ne comprennent pas encore la langue, donc ils ont signé toutefois sans savoir. Il nous a dit, mot pour mot, qu'est-ce qui vous prouve que le jour qu'ils ont signé ce contrat, il n'y avait pas un grade du point? Moi, je n'ai pas fait la part. Le consul aussi, peut-être, je me dis, ils ne maîtrisent pas les termes du droit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste les demander de supporter. Ils ont signé quelque chose que ils ne maîtrisent pas, que nous aussi, on ne maîtrise pas. On ne résilie pas le contrat comme ça. Vous avez dit 1 an. Supporter les 1 an. Et après. Voilà. Je crois que ce thème, nous avons réservé une émission spécialement pour ce thème. Alors, nous allons parler actuellement du checkage. D'abord, c'est quoi le checkage? Ça, c'est un thème que j'aime développer parce que c'est quelque chose que j'ai combattu durant mon mandat. Je continue de combattre à ma manière et c'est quelque chose que j'ai même amené jusqu'au niveau de l'ambassade parce que lorsqu'on a fait la réunion en janvier de tous les présidents, j'ai eu à exposer ça. Le checkage, je sais quoi? Je vais prendre un exemple. Je vous contacte. Et quand vous êtes une agence Brice Voyage, et je viens vers vous, je vous dis Brice Voyage, j'aimerais aller. Étant au Cameroun. Oui. J'aimerais venir en Russie, comme vous me dites d'accord. Alors, pour tout, combien est-ce que je dois vous donner donc école, vos honoraires, tout ce qu'il faut. Vous me dites par exemple 3 millions. Je vous demande, dans les 3 millions, il y a quoi? Vous me dites, il y a l'école, il y a ton hébergement, il y a ton assurance, tes examens, donc tout ce qui concerne la paperasse, je m'en charge, d'accord. Je vous fais le virement de 3 millions. Je coupe mon billet, j'arrive en Russie. Et lorsque j'arrive en Russie, vous n'avez payé ni école, ni mon logement, vous n'avez rien fait, à part juste me donner une paperasse et on le sait bien, la paperasse de la Russie, pour faire des dossiers, c'est pas un truc d'1 million, je ne pense même pas que ça a dans des centaines de milliers. Alors vous avez pris les 3 millions, vous n'avez rien fait. Si ce n'est me faire venir en Russie, m'aider à faire quelques petits documents. Mais si c'est un contrat entre eux, si c'est un contrat. Justement, le contrat a été signé que vous devez payer mon école. Vous devez assurer, vous devez payer mon assurance, vous devez payer mon logement. Mais lorsque vous ne le faites pas, je vous ai donné les 3 millions. Et après, lorsque j'arrive même en Russie, vous m'expliquez encore de l'argent qui n'était pas dans le contrat. Ça, c'est le checkage. Ce n'est plus un contrat. Vous avez eu l'argent de votre contrat. Moi, je n'ai pas eu le service pour lequel je vous ai contacté. Et vous avez encore pris de l'argent au-dessus. Ça, c'est le checkage. Alors, est-ce que tu peux définir le checkage? En un mot, tu peux définir? En un mot, le checkage, c'est une escroquerie organisée en bande organisée. Donc, tu as rencontré ce problème de checkage pendant ton mandat? Ça, c'était le problème hebdomadaire. On nous rencontrait ça presque chaque jour, mon bureau et moi. Mais il faut comprendre que moi, j'avais, je sais pas si je vais appeler ça la malchance, d'être dans la ville, parce que je réside à Brias. Donc, quand ça arrivait, j'avais mon secrétaire général que je salue, monsieur Gaius, qui me ramenait les dossiers. Gaius CG. Oui, CG Service. Qui me ramenait les dossiers des enfants qui sont soit abandonnés à l'aéroport, qui ont refusé de donner, peut-être, parce qu'il arrive qu'on lui dise que pour qu'ils sortent de l'aéroport, ils doivent payer 1 000 € ou 1 000 $, je sais pas trop. Donc, il y avait des enfants qui étaient abandonnés là-bas où le tuteur disait que moi, je viens pas te chercher. Si tu ne donnes pas les 1 000 € qu'on doit payer à l'aéroport. Il y avait des enfants qui arrivaient, ils arrivent ici. Le tuteur, la personne qui a fait la démarche, la procédure, n'a rien payé. La personne se retrouve dire. Là, vous avez ça comment? De l'escroquerie. Alors, pendant ton mandat, ça se trouve que tu as pu démissionner plus de 3 fois. Et je pense pas que ça rentre dans les thèmes. Normalement, quand un président démissionne, il n'a plus le droit de revenir au pouvoir. Mais toi, tu as démissionné jusqu'à 3 fois. Est-ce que tu n'as pas enfreint, peut-être, tu n'es pas allé à l'encontre des règles de la CENI? Ce que vous devez comprendre, c'est que même dans mes démissions, j'ai toujours été intelligente parce que pour diriger les Camerounais, je vais parler en français, il faut wise plus que eux. Donc, à chaque fois, j'essayais de wise plus que eux. Je peux venir dans le groupe lorsque je vois que ça me dépasse. Mais je n'ai plus rien à dire. Je dis, je démissionne. Or, la loi dit que pour qu'il y ait démission, je dois écrire une lettre que je vais envoyer au conseil éthique. Avant même d'arriver à l'ambassade, parce que moi, je suis passé le conseil éthique, je partais à l'ambassade. Et je savais que l'ambassade devait me renvoyer à Brias. On m'a dit, faut parler avec ton association. Vous allez venir avec une lettre et tout. Donc, moi, j'ai jamais déposé une lettre. Et je ne suis jamais allée demander à mon secrétaire général ou à mon chargé de communication de faire un communiqué.
Je démissionne officiellement. Non. Et c'était quoi? C'est je démissionne aujourd'hui, je démissionne demain. Je démissionne aujourd'hui, je démissionne demain. Justement, c'était pour leur faire comprendre mon ras-le-bol. Parce que quand je démissionnais, ils revenaient vers moi. Non, tu ne peux pas démissionner, tu es la présidente, tu as été élue, et jusqu'ici, tu ne nous déranges pas, tu fais très bien ton travail. Mais tu sais que nous, on a été habitués que quand quelqu'un fait son travail, la personne doit être persécutée. Parce que quand tu fais bien, on va dire que tu fais mal. Si, par exemple, c'est pas que je vais insulter mon pays. On aime bien la corruption au Cameroun. Alors, quand tu viens, tu essaies de combattre la corruption. On va le combattre parce que tu es en train de vouloir détruire un système qui, peut-être qu'il y a un écran de tête à l'intérieur. C'est un peu ce qui se passait toi. Lorsque il arrivait, peut-être, surtout l'affaire du ticage, vu qu'il y a des crânes de tête dans cette histoire, donc il arrivait qu'on commence à me combattre. Et alors là, pour calmer les esprits, je lui ai dit, OK, il démissionne. Je sors du groupe. Quand je sors du groupe, je sais que mon censeur va me remettre. Je sais que mon secrétaire général va me remettre. Il va me dire, vous ne pouvez pas démissionner. C'est ça, sans toutefois te couper. Alors, nous allons sortir par un point. Qu'est-ce que tu reproches au bureau actuel? Qu'est-ce que tu reproches à ce bureau-là? Parce on voit tes différentes interventions. À chaque fois, tu te plains du nouveau bureau. Tu peux nous dire de façon brève, qu'est-ce que tu leur reproches? OK. Le bureau actuel est assez. Vous devez aussi comprendre que, en tant que conseillère particulière du président, je précise particulière. Du président actuel. Du président actuel. Il y a des choses que je ne pourrais pas mentionner, donc je vais vous répondre de manière vague. Ce que je reproche au mandat présidentiel là, c'est ça. Parce que nous avons été habitués, que ce soit les 3 mandats précédents, que ce soit le mien, on a été habitués à un certain rythme. Et lorsque nous, on voit qu'ils n'essayent pas de faire, de suivre l'avance des choses, c'est vrai, ils ont le droit de changer les choses, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas. Vous étiez témoin, comment on me réclamait ces fameux chachiliques, ces fameux barbecues. Combien ils en ont organisé cette année? Dites-nous. Cette année, ils ont organisé un seul. Au lieu de combien? Actuellement, nous devons déjà être un minimum, sinon il y avait 4. L'été est terminé. L'été est terminé. Nous allons organiser des chachiliques. D'accord. D'accord. Alors, c'est quoi pour sortir, c'est quoi ton hobby? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis une amoureuse des voyages, une amoureuse de la lecture. Parce que je me dis, une tête bien instruite vaut mieux qu'une tête remplie d'argent. J'aime lire, j'aime voyager et j'ai une nouvelle passion, le cinéma. Le cinéma. Alors, le cinéma que vous allez bientôt rencontrer sur nos plateformes, chères dames, demoiselles et messieurs. Alors, tu aimes le football? Oui. Ronaldo, Messi. Ronaldo. Eto'o ou Drogba? Eto'o, je suis camerounaise. Gambara ou Niangolo? Rentre à la maison et... Chers internautes, vous avez bien compris son choix entre Gambara et Niangolo. Donc, c'est ainsi que nous mettons un thème à cette édition de rencontre d'interview, hebdomadaire. Donc, alors, est-ce que tu as quelque chose de fin? Tu as un mot à dire aux internautes? Et tous ceux qui te regardent. Cher internaute, j'ai été heureuse de travailler avec Monsieur Débat. Donc, venez en Russie, la Russie, les Russes, c'est un peu accueillant. Et l'association des Camerounais de Bruyants, c'est une vraie association. Donc, si vous voulez venir en Russie, je vous conseillerais la ville de Bruyants. Alors, chers abonnés, vous avez compris, c'était Odemaya Afanié. Nous avons eu le plaisir de vous avoir sur notre plateau. Nous remercions vraiment pour votre disponibilité. Alors, chers internautes, vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous massivement, partagez, mettez un like pour ne manquer surtout à aucun épisode hebdomadaire, de notre émission. Alors, sur ce, nous vous remercions. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, au revoir.